Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre Café Perspective. Comme vous le savez, nos Cafés Perspectives consistent à inviter régulièrement des acteurs de la société civile, des acteurs de la diaspora, des acteurs africains, des actrices africaines qui sont actifs et actives dans la société civile sur des questions diverses, vraiment diverses. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous Mélina Seymour, qui est présidente et cofondatrice ou fondatrice même de l'ONG Africa Mondo. On l'évite parce qu'il y a le mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora qui va démarrer dans quelques jours, le premier, à partir du premier sur Internet, donc qui se passera essentiellement sur. Je vais vous donner tout de suite l'adresse de l'événement, comme ça au moins vous le notez dès maintenant: www.africamondo.com/MHAD. Alors, Mélina, bonjour. Bonjour, bonjour Mohamed, bonjour Louisiane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très, très contents de t'avoir aujourd'hui. Euh, Première Merci à question. vous, merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter à nous, aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Bien sûr, merci beaucoup. Je suis donc Mélina Seymour, afro-caribéenne, Question. originaire donc de la Merci, merci Guadeloupe. beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter à nous, aux personnes qui Al- nous écoutent? Alors j'ai un double, comment dire, je m'entends, je ne sais pas qu'est-ce que je dois éteindre chez moi pour ça, mais vous Oui, il y a m'entendez un bien? écho. Oui, c'est Il ça, y a- on entend un écho, oui. absolument. On entend un écho. Comment faire pour l'arrêter? Là, vous m'entendez bien? Là, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Bien, alors je suis donc Mélina Seymour, afro-caribéenne, originaire de la Guadeloupe. Et j'ai donc fondé effectivement l'ONG Africa Mundo. Nous sommes euh, au Canada, nous sommes au Cameroun, mais nous sommes nés au Bénin, sur le lac Nokoué précisément. Et nous sommes une ONG dont l'objectif est de promouvoir les femmes à travers la formation, le leadership évidemment, mais nos actions s'étendent, hein, malgré nous, sur tout ce qui est reconnexion des afrodescendants et des Africains, cette reconnexion sur le continent. Et ce sont les femmes qui sont maîtres d'œuvre de tout ça. Et nous sommes heureuses de pouvoir, heureuses et heureux, puisque nous sommes avait accompagné de pas mal d'hommes également, et on les remercie vraiment d'être à nos côtés pour nous aider dans nos missions et dans nos tâches. Donc en fait, l'ONG Africa Mondo, c'est la promotion, le leadership des femmes, mais plus encore à travers cette promotion de notre identité, de cette africanité que nous avons en partage. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation introductrice. Louisiane? Oui, alors bonjour. Tout d'abord, j'aimerais saluer votre impressionnante carrière dans la société civile parce que vous avez commencé très jeune, du coup, durant votre adolescence auprès des jeunes Guadeloupéens jusqu'à aujourd'hui auprès des afrodescendants. Donc, ma première question concerne du coup cette édition du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler et nous présenter les différences et les évolutions avec la première édition de 2020, donc de l'année dernière? Et en quoi est-ce important, du coup, de rajouter ce rôle des diasporas dans l'histoire de l'Afrique et dans votre événement? Merci beaucoup pour cette question. Il y a bien une genèse, hein. Étant moi, à un moment donné de ma vie, j'ai été donc chargé de coopération institutionnelle au Consulat général de France à Québec, où j'étais détaché donc au Consulat général de France à Québec pour le compte de la Guadeloupe pendant une courte période, mais ça m'a beaucoup plu, et c'est vrai que j'ai rencontré de nombreux acteurs. Outre cette mission, mais je me suis beaucoup investi dans le milieu associatif. Et donc, j'ai fait la rencontre de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, ici dans la ville de Québec, à l'époque où Madame Day-Marie Fall en était la présidente. Et un jour, elle a lancé, lors d'une de nos rencontres, elle ne comprend pas pourquoi
en Afrique, on ne célèbre pas le mois de l'histoire des Noirs. On connaît l'histoire effectivement de ce mois, la genèse de ce mois, hein, institutionnalisé depuis aux États-Unis depuis 1976, mais la première édition avait eu lieu donc en 1970. Et donc quand elle a dit ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, surtout que précédemment, j'avais déjà créé, j'étais déjà très impliqué dans la vie associative avec des jeunes de plus de 20 pays dans l'Afrique francophone. Et c'est vrai que quand on parlait de notre histoire, quand on parlait de l'histoire de leur pays, même je me rendais bien compte qu'il y avait un problème. Et lors de nos réunions, même à la table de concertation, on se disait qu'effectivement on veut faire connaître aux autres notre histoire, mais en même temps, nous-mêmes, nous avons cette méconnaissance de notre nous profond et de notre histoire, Donc pour nous, c'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'une sourde, étant déjà très impliqué donc en Afrique et particulièrement au Bénin. Euh, j'ai j'ai senti ça comme un appel et comme une mission pour nous, effectivement, d'aller organiser pour la première fois de cette ampleur, de cette envergure, le mois de l'histoire des Noirs, comme l'intitulait effectivement précédemment. Mais on savait que sur le continent africain, il serait difficile effectivement de maintenir cet intitulé, ce qui est normal. On a eu ça comme critique constructive. Hein. Pourquoi sur le continent africain Parce que l'Afrique est plurielle, parce que, évidemment, et c'est normal. Donc, et puis, il est important, même si nous partons d'une base, que nous puissions l'adapter à nos réalités et à ce que nous recherchons, ce que nous voulons aussi vivre à travers le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Donc, nous l'avons rebaptisé comme tel pour aller dans une reconnexion entre afro-descendants, afro-caribéens, afro-européens et les afro-descendants de façon générale, pour cette reconnexion avec Africains du continent et cette reconnexion avec le continent. Donc l'année dernière, ça a été la première édition avec la participation énorme de la société civile, des associations qui n'avaient jamais entendu parler de cet événement, des gens qui se sont investis, des jeunes, beaucoup de jeunes, des femmes qui se sont investis dans l'organisation de cet événement-là, le Black History Month Africa. Ça s'est passé à Abomey-Calavi. Le 1er février 2020, c'était exceptionnel à Abomey-Calavi. On était plus de 500 sur l'embarcadère d'Abomey-Calavi. C'était exceptionnel. Un moment de communion entre Africains, Afro-Caribéens, où plusieurs pays et îles de la Caraïbe étaient représentés, avec plusieurs autres pays, plusieurs personnalités d'autres pays qui étaient représentés. Évidemment, la population béninoise a répondu à cet appel. Avec nos faibles moyens, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire où chaque jour nous avions une activité, que ce soit effectivement des conférences, des ateliers, à travers tout ce que nous avons réalisé comme activité. C'était exceptionnel, c'était vraiment un beau moment de communion. Donc c'était une première réussie. Et cette année, hélas, depuis cette période de Covid, ben, nous sommes contraints effectivement de faire de la distanciation physique pour que nous puissions arrêter en tout cas la propagation de cette pandémie. Donc nous faisons une version 2.0, une version en ligne. C'est vrai que rien ne remplace la chaleur humaine, rien ne remplace évidemment le contact humain, ce que nous pouvons vivre ensemble, mais comme dans tout événement qui arrive dans nos vies, et en l'occurrence c'est un événement qui nous arrive, mais à nous tous, quoi, à l'échelle mondiale par rapport à cette crise sanitaire, cette crise sociale, cette crise que cela emmène partout dans nos vies. Ça nous apporte, nous, en tout cas, à travers l'ONG Africa Mundo et tous nos partenaires, ce que nous pouvons organiser aujourd'hui, cette version 2.0, nous permet de toucher et d'impacter beaucoup plus de personnes. On se rend compte sur notre plateforme, par exemple, que les plus touchés par ce que nous sommes en train de faire, ben, ce sont les Afro-Européens qui sont vraiment plus de 1000, ils sont vraiment plus d'un millier à s'être inscrits, abonnés sur notre plateforme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et cette reconnexion effectivement avec notre histoire est très importante et ça nous permet effectivement d'avoir d'autres horizons, de contacter d'autres personnes, d'avoir des intervenants aussi de qualité, de renom que nous n'aurions peut-être pas pu avoir physiquement parce que c'est un coût important que de faire venir autant d'intervenants de renom et c'est vraiment avec bonheur et plaisir que nous réalisons malgré la distance physique, malgré cette distanciation, cet événement qui prend mais vraiment pleinement sa mesure internationale aujourd'hui pour cette deuxième édition
du 1er au 28 février. Donc en fait, la particularité, c'est que nous sommes en ligne, mais que globalement, c'est déjà, pour nous, c'est déjà un succès en soi, dans le sens où on a réussi à se connecter avec des personnes, des afro-descendants de toutes parts, mais vraiment partout, partout, des Caribéens, vraiment, et qui nous disent pour beaucoup qu'ils nous avaient suivis l'année dernière et qu'ils avaient trouvé ça extraordinaire. Donc pour eux, participer à ça de façon virtuelle, c'est juste... enfin bref, nous sommes heureux, vraiment. Ça n'a pas commencé qu'on est déjà heureux. Du coup, beaucoup pour votre réponse, Mélina. Merci. Merci infiniment. Cher Lofal, est-ce que tu as une question par rapport à... Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ma connexion laisse un peu à désirer, puisque je suis dans le fin fond du Médoc là. Oui, là, ça ne passe pas bien. Mais avant tout, je voudrais remercier Madame Mélina Seymour, franchement, pour son engagement. Vraiment, ça fait plaisir, oui, de l'entendre à ce niveau. Moi, j'avais deux questions à lui poser. Sinon, dans son introduction, elle a parlé de leadership. Leadership dans quel sens? C'est-à-dire dans le sens d'une formation ou bien financement ou bien en tout cas rencontre ou conférence au bénéfice des femmes. Concrètement, quelle forme de leadership? Et j'aimerais aussi lui poser une autre question, c'est-à-dire la notion de reconnaissance. Peut-être c'était reconnaissance en fait en amont, mais je pense qu'elle a son niveau peut-être reconnexion par le bas à travers la nécessité de rencontrer. On n'entend pas bien, Cherlo. La connexion, elle est pas très bien. Entre on n'entend pas très bien, mais du coup, je pense que pour la première question... Des Caraïbes, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Oui, oui, là, vous ne m'entendez pas. Hein? Vas-y, tu peux reformuler la deuxième question, parce qu'on avait compris la première question par rapport au leadership des femmes. Donc ça, on l'avait bien noté, mais par rapport à la deuxième question, on n'avait pas bien saisi. Là, vous m'entendez? Oui, bien sûr, vas-y. Ben, je disais que en ce qui concerne la première question, je parlais de la notion de reconnexion. Souvent, d'autres en ont parlé dans l'histoire, mais souvent en amont, de façon globale, de façon macro. Mais elle, quelle est son originalité, quoi, son approche par rapport à la notion de reconnexion? Puisque en fait, c'est une notion qu'on peut discuter, quoi, surtout dans ce genre en fait, de rencontres, d'objectifs, quoi. Mélina? Vous m'entendez? Oui, alors si je peux répondre effectivement à la première question, le leadership des femmes, on se rend compte que effectivement les femmes dans la société africaine, dans les sociétés africaines, sont très présentes. C'est comme le sacré effectivement des femmes. Mais quand on regarde dans les faits, effectivement, les femmes sont souvent mises malgré tout en arrière-plan. C'est-à-dire que même pour des associations qui militent pour le droit des femmes, ce sont les hommes qui sont des présidents, ce sont eux qui ont la voix, ce sont eux qui parlent encore pour les femmes. Donc, quand on parle de leadership féminin, c'est vraiment, c'est pas mettre les hommes à côté, pas du tout. Hein. C'est simplement, effectivement, être dans un processus où les femmes prennent aussi en charge leurs affaires, quoi, finalement. Et les affaires de la famille, les affaires de la cité, etc. Et qu'elles s'expriment, elles, et non pas qu'elles aient des porte-paroles, en l'occurrence. Donc c'est ça. Donc quand on dit que à travers tout ce que nous faisons dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique, dans tout ce que nous faisons par rapport à notre ONG, les femmes ont une place prépondérante où elles s'expriment pour ce qu'elles veulent faire et elles mettent en œuvre avec d'autres. Donc ça veut dire qu'elles pilotent vraiment de bout en bout toutes les actions que nous menons, que ce soit effectivement la formation, que ce soit
à travers des événements et des initiatives, etc. Donc c'est bien ça, c'est de ce leadership-là que nous parlons, toujours avec l'appui des hommes, mais qu'elles puissent être au devant de la scène pour exprimer ce qu'elles souhaitent et la façon dont elles entendent mener les affaires de la cité, si on peut dire comme ça. C'est ce que je voulais dire par leadership. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit cela au niveau d'Africa Mundo. Ensuite, cette notion de reconnexion. Il disait qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives de ce type. Se reconnecter aux valeurs ancestrales, c'est l'intitulé, c'est le thème général du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas pour cette édition 2.0. Et l'ironie du sort, c'est que nous reconnectons, mais on se reconnecte dans tous les sens du terme, puisque nous nous connectons à travers Internet, comme ce que nous sommes en train de faire. Et c'est plus encore cette pandémie qui ramène ça, cette distanciation physique. Tout se passe maintenant de façon, soit par Zoom, soit par StreamYard, enfin bref, toutes ces applications. Et finalement, on n'a jamais été aussi connectés entre nous. Et on n'a jamais effectivement été, durant cette période, c'est ce que ça nous a emmené. Parce qu'on ne voit pas ça de façon négative, tout n'est pas négatif, c'est comme dans toute situation. Et se reconnecter aux valeurs ancestrales, c'est quoi pour nous? Enfin, la façon dont moi je conçois les choses. L'année dernière, il s'est passé énormément de choses, notamment cet assassinat de George Floyd, cet Afro-Américain dans le Minnesota, qui a ému la terre entière. Et toute personne confondue. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que qu'on puisse arriver à de telles barbaries encore au XXe siècle. Et donc du coup, nous sommes à nous poser là, à nous poser effectivement ce type de questions. Comment remettre du sens et des valeurs à ce que tout être humain devrait posséder naturellement? Et donc se reconnecter aux valeurs ancestrales pour nous, afro-descendants et africains, c'est se rappeler comment nos ancêtres, eux, ils vivaient avant. Quelles étaient les valeurs qui étaient fondamentales dans nos sociétés, qui étaient piliers et qu'on retrouve encore dans les villages en Afrique. Je ne parle pas des grandes villes qui sont totalement européanisées en Afrique. Je parle vraiment à la rencontre des grands-mamans, des grands-papas, quand on va à leur rencontre dans les villages. Pour nous, c'est très important. Et moi, je tiens beaucoup à la parole des aînés. J'ai été élevé avec des aînés. Ma mère était donc famille d'accueil agréée par le département en Guadeloupe, où elle a fait cette profession durant 25 ans, où elle accueillait effectivement des personnes âgées pour beaucoup à la maison. On a vécu avec eux. Et ce qui m'avait toujours frappé, en fait, c'est de voir comment le principe de famille d'accueil, c'est qu'il y a une famille, en l'occurrence, nous étions une des familles d'accueil, en fait, parmi plusieurs en Guadeloupe, où certaines familles venaient comme déposer leurs grands-parents et les oubliaient. Ne pensaient même plus à eux pour ne serait-ce que passer un coup de fil pour savoir comment ça allait, Ça m'a toujours frappé. J'ai vécu avec ces aînés où il y avait certains qui avaient des pathologies assez lourdes, l'Alzheimer, par exemple, la maladie de Parkinson. Et il y a une de ces aînés qu'on a longtemps eu chez nous, près de 10 ans. C'était une enseignante et qui m'a appris tellement de choses. C'était un plaisir et un bonheur de l'écouter. La parole des aînés faisait foi avant. Et dans nos sociétés, effectivement, africaines, afro-caribéennes, la parole des aînés doit retrouver sa place. Au moment où on a le sentiment que on a l'impression que tout fout le camp finalement, et qu'on n'a plus de principes, qu'on n'a plus, enfin bref, on vit quoi, on est au plus vite, c'est-à-dire qu'on peut écraser l'autre c'est pas grave, l'important c'est d'arriver, etc. Il y a ce respect que nous devons retrouver pour nous-mêmes, et ça compte dans nos sociétés africaines, afro-caribéennes, afro-descendantes. Et pour moi,
se reconnecter aux valeurs ancestrales, ce qui fait sens pour nous, qui fait que ça nous a érigés en tant que nation africaine. Nous avons ça à promouvoir, et c'est une façon aussi de se reconnecter à nos ancêtres en tant que l'Antillais que je suis, effectivement. Moi, je pense que les Antillais caribéens, dont les ancêtres sont des Africains qui ont été réduits en esclavage dans les Amériques, nos ancêtres qui ont été arrachés de leur terre, de leurs croyances, leur culture, de leur spiritualité africaine. On ne doit plus avoir honte de ça. Cet héritage, il est lourd, il est douloureux, etc. Mais nous devons rendre hommage à tous ces aînés qui sont nos héros finalement, qui se sont battus et qui nous permettent d'être aujourd'hui là avec force. Et tout ce qui s'est passé en 2020, à travers ce déboulonnage des statues partout dans le monde, tout ça, ça réveille quelque chose chez nous, pour dire que nous avons une identité, que nous sommes ce que nous sommes et que nous avons à être respectés au même titre que tout un chacun. Et donc se reconnecter aux valeurs ancestrales, c'est remettre du sens dans notre aujourd'hui pour aller mieux demain. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, j'étais un peu long peut-être. Merci beaucoup, Mélina, pour ces précisions. Il y a un philosophe écrivain africain justement qui disait dans ce sens qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ. Justement, vous avez mis au centre du programme du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas cette connexion même que vous avez établie entre les aînés et les plus jeunes. Vous avez également établi dans le programme une activité qui consiste à écrire des lettres aux aînés. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très pertinent, d'autant plus que c'est virtuel et ça donne un aspect déjà très facile parce que les enfants pourront s'exprimer librement et envoyer les lettres aux aînés. Vous avez déjà expliqué, tu as déjà expliqué, pourquoi est-ce qu'il était important de replacer, de donner en tout cas à nos aînés la place qu'ils méritent, parce que c'est que dans cette manière, dans cette perspective qu'on peut nous déjà comprendre où on va. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, avec tout ce qui se passe dans le monde en termes de dénaturation de notre culture et de nos identités respectives, on peut aller jusqu'à perdre nos cultures fondamentales, c'est-à-dire nos cultures d'avant l'esclavage et d'avant la colonisation. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Afrique n'a existé qu'après être décolonisée. Alors que l'histoire de l'Afrique ne date pas de 60 ans. L'histoire de l'Afrique date des milliers et des milliers d'années avant. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous avez du coup mis en avant beaucoup de figures africaines, Thomas Sankara, Marcus Garvey, William Edward Dubois, Nelson Mandela. Comment est-ce que cette activité, comment est-ce que cette mise en avant des figures africaines a été perçue par des personnes qui ne sont pas africaines ou afrodescendantes? Merci beaucoup pour cette question, Mohamed. Pour la lettre, c'est vrai que moi j'ai expliqué effectivement mon vécu, mais qui est partagé aussi par beaucoup. Cette lettre aux aînés africains, c'est pour remettre du sens et pour remettre dans le contexte. On a la chance cette année d'être accompagné, mais vraiment dans l'organisation du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, par les aînés. On a le bonheur d'accueillir le sommet international, le premier sommet international des aînés africains et de sa diaspora. De mémoire, ça ne s'est jamais fait. Malheureusement, effectivement, nous sommes en virtuel compte tenu du contexte par rapport à la pandémie Covid-19. Donc en fait, on va faire comme une avant-première avec des conférences, etc. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir faire cela avec Dey Marifal, qui en est donc la présidente, et qui, malgré ses multiples occupations, est présente avec nous et tient vraiment à ce que cet événement, en tant que tel, le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, qu'elle voit vraiment comme des ponts qui sont tissés entre les diasporas, les Caraïbes, les diasporas de façon générale et bien sûr le continent africain.
c'est d'abord, avant même de parler de ceux qui sont peut-être encore un peu sceptiques, Mohamed, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont suivis l'année dernière. Je savais qu'on avait été suivis, mais pas à ce point-là. C'est en faisant cette édition que je me rends compte que spontanément, les gens disent qu'ils avaient suivi l'année dernière à travers Internet, qu'ils auraient voulu être au Bénin avec nous pour vivre cet instant magnifique, pour reprendre leurs termes. Et donc, je veux remercier toutes ces personnes-là. Je veux remercier, nous avons 3 semaines, nous avons 4 semaines avec 4 thématiques différentes. La première semaine qui est consacrée aux croyances et aux spiritualités africaines, on a fait en sorte d'avoir avec nous sur nos différents plateaux, nos différentes conférences, des personnes qui sont des personnes expertes dans leur domaine, qui parlent de spiritualité depuis des années. Je veux remercier M. Siramissa Doumbia, je veux remercier M. Doumbi Fakoli, je veux remercier M. Popokla, je veux remercier toutes ces personnes, Diokofena, toutes les personnes qui feront de cette semaine à partir de lundi une semaine exceptionnelle d'apprentissage. Donc toutes ces personnes qui depuis très longtemps militent seront au devant de la scène à travers un événement qui se veut fédérateur. On dit souvent que on fait plein d'initiatives mais qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. On aimerait à l'avenir que le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas soit un socle commun qui permette à toutes les voix de se faire entendre. On n'a pas à être contre un tel ou contre un tel, etc., etc. On fait toutes les voix. Et nous sommes en train de travailler sur quelque chose qui me passionne, moi, à titre personnel, où on fait comme une espèce de cartographie de toutes les personnes, à la fois des influenceurs, des chercheurs, des historiens, des ethnologues, des égyptologues, des philosophes, des acteurs, bref, toutes les personnes, des activistes. On fait une espèce de cartographie de ceux qui portent la voix de l'Afrique à l'étranger, à l'extérieur et qui travaillent concrètement. Je trouve ça extraordinaire et j'invite la semaine prochaine tout un chacun à découvrir cela. Y a des gens qui vont dire oui mais tel, machin, etc. On est juste là pour faire une cartographie fidèle. Et c'est pour ça que dans ce que nous faisons, nous voulons vraiment que chacun puisse comprendre que les critiques positives et constructives, ça nous fait avancer, mais que les critiques envers des personnes, ça nous emmène nulle part. Donc l'important, c'est vraiment de travailler avec tout le monde et de reconnaître tout le monde, même si on a des gens qu'on va citer, évidemment, qui ne seront peut-être pas là avec nous pour une conférence parce que par manque de temps, ou etc., etc., mais qu'on va citer parce que c'est normal de les citer, parce qu'ils font un travail bien avant nous d'ailleurs. Et en soi, on n'a rien inventé, on ne fait que suivre ce que nos ancêtres et nos aînés ont bien voulu nous léguer. Donc, ces activités, en fait, Mohamed, pour nous, c'est vraiment très important que ça s'emboîte avec tous ceux qui travaillent déjà depuis très longtemps et qui ont aussi ce manque de reconnaissance aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Je parle vraiment de la nation africaine, où on ne reconnaît pas, on est plus sujet à critiquer, à vilipender qu'à encourager. Donc nous, on veut pouvoir dire que voici, nous avons créé un cadre apaisé qui nous permet l'écoute, la discussion, qui nous permet d'échanger, qui nous permet effectivement de nous écouter, de nous entendre, même si nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand on parle effectivement de panafricanisme, d'africanité, de créolité, d'antillanité, etc., et tous les concepts qui existent, on est loin d'être d'accord. Il y a beaucoup de courants. Il y a énormément de courants, mais ce qui doit nous rassembler, c'est l'élévation de cette nation africaine et du continent africain. Et Amadou Hampâté-Bâ l'a dit, hein, il a dit, les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Beaucoup disent oui, mais effectivement, il y a des choses qui se font, etc., etc. On peut arriver au même but sans emprunter forcément les mêmes voies. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, qu'on arrive à faire un socle commun où chacun a droit de citer et peut s'exprimer sans être vilipendé. Oui. Allô, vous m'entendez? Merci beaucoup de cette brillante intervention qui vraiment moi, me correspond complètement dans la façon dont je vois les choses à titre individuel. Louisiane a une deuxième question à te poser. Je lui laisse la parole et je passe la parole à Cherlo après.
Alors, ma deuxième question, ça serait pour revenir du coup au History Month états-unien. Du coup, je voulais savoir si la seule différence avec cet événement, c'était le fait que votre événement se déroule directement sur le sol du continent africain, ou si c'était qu'il portait davantage la pluralité des voix africaines, comme vous venez de nous l'expliquer, et si à terme, du coup, vous vouliez peut-être que cet événement peut-être remplace, entre guillemets, on va dire, le Black History Month car il se déroule du coup sur le sol africain. Alors c'est tout ça à la fois, sauf la dernière partie, Louisiane. On veut pas que ça remplace quoi que ce soit, parce qu'en fait, le mois de l'histoire des Noirs, le Black History Month aux États-Unis, a son histoire. Carter J. Woodson s'était rendu compte et s'était aperçu que dans les manuels scolaires, on ne parlait pas de l'apport des Afro-Américains dans la construction de l'Amérique. Donc ça, ce sont des acquis, et enfin bref, on ne va pas tous les citer, Martin Luther King, Malcolm X, enfin bref, tous ceux qui se sont battus effectivement pour que les Noirs américains puissent exister et compter aux États-Unis comme tout être à part entière et dans la construction des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Nous partons effectivement de tout ce qu'ont fait ces aînés-là pour pouvoir dire aujourd'hui que, parce que les concepts et les manifestations sont là aussi pour évoluer. On part de l'existant pour dire que c'est ce qu'on veut nous. Donc c'est pour ça que le Black History Month Africa, on l'a ramené comme ça sur le continent, mais avec déjà la particularité où on veut nous parler avec une voix africaine. Et étant effectivement afro-caribéenne, moi je cherche à tisser ces ponts-là et ces liens-là. Mais je ne fais que continuer à faire ce que les aînés ont fait déjà, on continue à faire. Il y a beaucoup d'associations qui font des voyages pour faire cette reconnexion, pour faire se reconnecter à la spiritualité africaine, etc. etc. Nous, on modernise l'événement parce qu'on considère qu'il y a d'autres apports, des apports nouveaux à apporter, des apports nouveaux, pardon, à faire valoir. Et profondément, avec un regard africain, il y a énormément d'experts, de chercheurs, d'historiens, enfin bref, de voix talentueuses, de scientifiques africains qu'on n'entend pas sur la scène internationale. Parce que, enfin bref, pour de multiples raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Donc c'est aussi une tribune pour leur permettre de promouvoir leurs travaux, pour les exposer, mettre en lumière tout cela. Et c'est important pour nous effectivement que notre histoire soit racontée par nous et pas par d'autres. Donc l'histoire des Afro-Américains, c'est une histoire, c'est leur histoire. Nous racontons effectivement l'histoire, le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas pour permettre aux Africains de compter leur histoire avec leur propre mots, leur propre vécu. Et donc connecter à cela les afro-descendants, particulièrement ceux de la Caraïbe et puis de l'Europe, c'est se reconnecter avec un pan de notre histoire. Et donc il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est tout cela que nous faisons. Donc nous ne voulons rien remplacer du tout. Nous abordons cela avec un œil, j'ai envie de dire, nouveau, mais en portant en tout cas des éléments nouveaux. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait. Et on respecte d'ailleurs tout ce travail qui a été fait. On fait ça avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis une passionnée de ce que je fais. Je trouve ça passionnant de pouvoir connecter toutes ces personnes entre elles. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Même des aînés qui sont là et qui travaillent depuis tantôt, qui nous disent que effectivement ils sont contents, ils sont heureux de voir qu'il y a une relève et qu'effectivement ils seront plus tranquilles demain quand ils fermeront les yeux pour savoir que le combat continue avec d'autres éléments tout en honorant ce qui a été fait préalablement. Merci d'avoir répondu à ma question, Mélina. Merci Mélina, merci Louisiane. Cher Flo, tu as une question? Oui, oui, merci, merci. Merci, madame, pour les réponses pertinentes. Vraiment, on sent la passion. Et je vous rejoins en ce qui concerne la nécessité du respect qu'on doit accorder aux aînés. C'est ce qui symbolisait, façonnait, en fait, la particularité de l'Afrique traditionnelle. Mais comme nous le savons tous, l'Afrique a eu une trajectoire très compliquée. Et pour reprendre l'écrivain sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, en fait, en réalité, l'Afrique en tant que telle n'existe plus, puisque ces différents espaces ont été occupés, que ce soit son espace
culturelle, spirituelle, économique a, a toujours été occupée. Ce qui fait que, comme nous le savons tous, l'éducation est la formule, en fait, la manière la plus importante de Nelson Mandela. Et quand on sait que l'éducation en Afrique, ça se fait à travers des outils externes. Mais à votre avis, vu votre engagement, moi, j'aimerais vous poser la question de savoir quel rôle l'éducation devra y jouer dans cette entreprise. En fait, l'éducation à travers les différentes rencontres que vous faisiez, puisque l'éducation est une manière comme d'autres. Oui, il y a un sérieux. Cherlo, on t'entend. Un peu. Cherlo, on t'entend. Vous m'entendez? On t'entend vraiment de façon très, très médiocre. Mais il me semble que tu parlais de la nécessité de réinsérer l'éducation dans nos rapports avec les aînés, dans nos rapports avec l'Afrique. Tu as cité Nelson Mandela, qui lui-même disait que l'arme la plus puissante pour lutter contre le terrorisme, contre l'extrémisme, contre toutes les sortes de violences, c'est l'éducation. Donc, Mélina, tu me diras si je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre dans la question de Cherlo. Qu'est-ce que tu penses de la question de l'éducation et surtout par rapport à ce que tu disais du rapport que nous devons établir ou que nous devons rétablir avec nos aînés? Merci beaucoup. Il a dit aussi, Cherlo, au tout début, que l'Afrique telle que nous la connaissions n'existe plus. Je vais citer donc un autre Sénégalais, un illustre africain, Cheikh Anta Diop, qui a dit: il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès, froidement écrasée par la roue de l'histoire. On ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. Et toujours Cheikh Anta Diop qui dit que la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Tout cela rejoint le fait que l'Afrique profonde n'a pas disparu et ne disparaîtra jamais. Et chaque fois que la modernité ou que les modes occidentales essaieront de pénétrer l'Afrique, plus encore dans les décennies qui arrivent, eh bien l'Afrique profonde se réveillera. Et donc ce sont des appels que nous recevons partout dans le monde. Et donc je suis en train d'écrire mon ouvrage d'ailleurs, qui s'intitule Quand l'Afrique rappelle ses enfants afro-descendants. Donc il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire que l'Afrique profonde disparaîtra si on n'y croit plus. Mais de plus en plus, ça se réveille parce qu'on a cette fierté d'être de cette nation africaine. Donc ce qui disparaît, c'est ce qu'on oublie. C'est comme nos aînés, c'est comme nos grands. Quand ils ferment les yeux, si on les oublie, eh bien c'est parce qu'effectivement on ne pense plus à eux. Donc l'Afrique profonde, elle est bien là. Elle ne demande qu'à être éveillée de nouveau. Et dans les villages, dans les quartiers, quand on va discuter avec les grands-mamans, quand on va discuter avec les grands-papas, on sent bien que cette Afrique-là est là. Et de plus en plus, partout dans le monde, cette fierté africaine revient. Mais elle revient comme une espèce de boomerang qui nous frappe à la face. Et donc du coup, ça vient par petits bouts. Ça vient par le cheveu naturel qu'on commence effectivement à... Enfin, pas qu'on commence, mais qu'on veut revendiquer plus fort, ce phénomène nappy, comme on dit. Notre style vestimentaire, notre façon de nous habiller, notre façon de nous vêtir, notre façon de manger, notre façon de festoyer, notre façon de vivre ce que nous sommes, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème. Nous sommes partis, pour ceux qui sont de la diaspora, comme moi là, nous sommes partis et même si nous vivons ailleurs, notre nous profond surgit et ressurgit en nous. C'est comme un appel, on ne peut pas aller contre ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Et de plus en plus, moi, je rencontre des gens qui me disent, moi, je reçois comme un appel de l'Afrique où il faut que j'y aille. C'est comme si, bon, voilà. Donc, il y a tout ça aussi qui est devenu peut-être un business aujourd'hui, mais où c'est très facile de faire un test ADN pour savoir quelles sont nos origines, en tout cas. Et moi, je l'ai fait. D'autres l'ont fait. Après moi, j'ai écrit un petit article dessus. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, mais Ina, j'avais pensé faire cela, et le fait de lire ça, vraiment, je vais m'y mettre et je vais le faire. Donc, en fait, il y a cet apport aussi des Afro-descendants, des Afro-Caribéens, dont les ancêtres ont été, parce que les Antilles, la Caraïbe, c'est pluriel aussi, hein, d'accord. Donc, on ne vient pas tous directement, je veux dire, par rapport à nos ancêtres euh, du continent africain, mais ceux dont les ancêtres sortent directement d'Afrique, qui ont été déportés dans les cales des bateaux négriers, et dont donc nos ancêtres ont été victimes, des Africains victimes de l'esclavage. On doit savoir d'où on sort pour pouvoir honorer ce que nous sommes et pour pouvoir être bien dans ce que nous sommes. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est pour ça qu'il y a des concepts sur lesquels qui font l'objet effectivement de mes recherches aujourd'hui, de toutes mes attentions, pour dire qu'il ne faut pas qu'on se coupe de nos racines, même si nous sommes arrivés à faire peuple avec un métissage, tout ce qu'on veut, etc. Nous venons de quelque part, nos ancêtres viennent de quelque part. Donc l'Afrique profonde, elle est là, elle durera toujours, parce que nous en avons le souvenir et que même si effectivement on tente de l'oublier, ben ça refait surface. Donc il y a peut-être une mémoire de l'ancestralité, je ne sais pas, etc. Je n'ai pas poussé les recherches là-dessus, ou en tout cas pas assez lu là-dessus, mais on sait que de toute façon, il y a même des écrits sur les traumatismes liés effectivement à l'esclavage, etc., etc. Donc on sait que nous avons une mémoire qui est là, et notre ADN est là quelque part, et que ça nous reconnecte à quelque chose de bien plus grand que nous. Et ce quelque chose de plus grand que nous, c'est la matrice Afrique. Ça nous appelle. C'est comme ça. Et même si aujourd'hui, l'occidentalisation pénètre un peu trop les cerveaux de nos jeunes frères et sœurs africains qui sont là, parce qu'ils rêvent de mieux, ils rêvent de démocratie, ils rêvent d'avoir les moyens financiers, techniques, enfin technologiques, toutes sortes de choses, comme l'Occident comme ils peuvent le voir par rapport à l'Occident. Ça vient aussi parce que les jeunes Africains écrivent beaucoup plus, ils produisent beaucoup plus, avec la démocratisation aussi la pénétration d'Internet dans tous les pays, dans tous les recoins, effectivement. Ben, ça permet à d'autres d'écrire, de faire des blogs, enfin bref, de discuter, d'échanger avec le monde et de mettre en évidence tout ce côté aussi immatériel dont on a tant besoin. Oui. Allô? Oui, Cherlo, du coup, tu as la parole. Oui, vous m'entendez. Merci encore pour les réponses. Et Cheikh Anta Diop disait que mon attitude n'est pas une attitude passéiste. Nous étudions le passé non pas pour s'y complaire, mais pour y retrouver des ressources intellectuelles en fait de permettre à notre peuple de faire face à l'avenir. Alors, quelque part, Nelson Mandela a dit quasiment la même chose. Il a dit le passé est une riche ressource sur laquelle nous pouvons puiser pour prendre des décisions pour l'avenir, mais il ne dicte pas nos choix. Nous devrions regarder en arrière et sélectionner ce qui est bon et laisser derrière nous ce qui est mauvais. Nelson Mandela l'a aussi dit. Mais effectivement, pour vous confirmer que tous les peuples en fait qui ont eu en fait à se ressourcer à travers leur passé, ben, sont toujours en avant. On le voit dans certains grands peuples en Asie, extrêmement important, un facteur très important. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en Afrique, nous, on peut d'une certaine manière dire qu'on ne nous reconnaît pas cette histoire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Égypte. Mais on se rend compte que le fait que les Africains écrivent ou bien vouloir dire que en fait l'Égypte a été noire et africaine, c'est tout à fait difficile. Non, non, non. Non, franchement, oui. Tcheklo, on a dépassé ça. Scientifiquement, c'est prouvé, il n'y a rien à dire. On a dépassé ça et c'est vrai que ça revient souvent chez beaucoup de jeunes Africains
qui sont peut-être pas au fait du fait qu'il y a des choses qui ont encore du mal à passer, c'est certain, etc. Ça, c'est leur problème à la limite. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne Oui, reconnaît pas effectivement l'Afrique par rapport à ses apports, par rapport à ce que nous sommes, etc. C'est un combat perpétuel. Et ce combat-là, en fait, Tcheklo, c'est oui, à nous-mêmes, en tant qu'Africains et Afro-descendants, de nous convaincre que c'est bien réel. Parce que plus encore, en fait, le combat là, en fait, le combat se livre à plusieurs niveaux, mais le plus difficile, en fait, Tcheklo, ce que je pense, c'est le oui, combat entre nous-mêmes par rapport à nos propres croyances. Et les chaînes, pour beaucoup, sont dans nos têtes. Pas dans les têtes effectivement. des locodermes pour la plupart, mais c'est dans nos têtes à nous, Africains et Oui, Afro-descendants. Comment, oui, justement, nous retrouver avec notre nous profond et être fiers de ce que nous sommes. Voici, oui, et le combat fait d'autant plus mal quand ce sont les nôtres qui nous critiquent et nous vilipendent davantage. Et c'est ça qu'il faut que nous oui, puissions créer un égrégore positif là-dessus, ou que nous puissions effectivement nous reconnecter à nous-mêmes et en disant effectivement que l'Afrique est forte, l'Afrique elle est puissante, l'Afrique c'est la première dans beaucoup de domaines, l'Afrique c'est l'humanité tout entière et ce que ça peut nous apporter. C'est à nous-mêmes de nous convaincre de ça d'abord. À travers cela, avant même de vouloir dire que on va faire à l'autre connaître notre histoire, connaissons d'abord notre propre histoire, soyons-en fiers, d'accord, et élevons nos enfants dans cette éducation solide pour savoir qui ils sont, peu importe où ils naissent dans le monde. J'ai des enfants qui sont nés en Guadeloupe, j'ai une enfant qui est née au Québec, de parents franco-tchadiens, née au Québec. C'est dans son éducation qu'elle saura qui elle est, cet enfant-là. Si je la laisse penser qu'elle est juste née ici et qu'elle n'a aucune racine et qu'elle n'a aucune connexion ni avec la Guadeloupe, ni avec le Tchad, ni même avec le continent africain, ça c'est mon erreur. Ce sera notre erreur en tant que parents. Mais mes enfants qui sont nés en Guadeloupe savent exactement qui elles sont. Et c'est une question d'éducation. C'est bien beau de faire effectivement tout cela, mais si on ne l'inculque pas dans sa propre famille et dans sa raison d'être, sa raison d'exister, dans son quotidien, eh bien là même on se trahit. Et c'est très très important que nous puissions nous savoir qui nous sommes avant d'aller faire des leçons aux autres. mais j'aurais tenté de vous dire que faire, puisque si l'éducation familiale l'enracine, et que en même temps aussi, parallèlement, l'éducation institutionnelle l'aliène, je vous dis que faire. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Vous savez, les choses se font au fur et à mesure et ce sont les nouvelles générations qui se collent à un moment donné à l'ancienne génération pour pouvoir faire bousculer les codes. C'est dans cette mesure de compréhension que nous allons. Il y a beaucoup d'initiatives qui se sont font partout, en Guadeloupe, en Martinique, enfin bref, dans toute la Caraïbe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, partout en Europe, où il y a des écoles panafricaines qui se créent. Et donc, un jour viendra où ces écoles panafricaines ne seront même pas vues comme des écoles panafricaines, mais des écoles tout court, où effectivement on va apprendre l'histoire de l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique, avec des Africains qui ont fait des recherches, qui sont des scientifiques, qui sont des chercheurs, etc. Donc ça se fait déjà. Et donc au fur et à mesure, vous imaginez dans une classe de 30 ou de 50 ou de 100 élèves parfois, certains endroits en Afrique, vous imaginez une classe comme ça qui à un moment donné suit le cours normal, façon classique effectivement de l'éducation nationale, on va dire, calqué sur un modèle occidental. Et 98% de cette classe dit non, monsieur, madame, vous vous trompez, voici la vraie histoire. Voici comment on l'a vu, parce qu'on a été dans des écoles panafricaines et voici ce qu'on a appris. On vous démontre les choses. Ça arrivera, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font. C'est pas parce qu'elles ne sont pas tout publiques, mais il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Et ça me permet de saluer tous ceux qui, au quotidien, se battent pour que toutes ces écoles deviennent réalité. Oui. Merci pour la profondeur des réponses. Je vais donner la parole aux camarades avant de rebondir encore. Merci. Merci beaucoup, Cherlo. Merci beaucoup, Mélina, pour ces réponses. Alors, il nous reste 5 minutes avant la fin. Je réitère encore une fois nos remerciements d'avoir accepté notre invitation et de nous en dire plus sur ton organisation, sur le mois à venir. Une petite dernière question.
Du coup, là, est-ce que tu espères que d'ici l'année prochaine, qu'on pourra faire, que vous pourrez du coup faire une édition physique? Parce que je pense qu'il y aurait quand même, comme tu as dit en début d'émission, la chaleur humaine qui ne peut être remplacée par des conférences virtuelles. Mais d'un autre côté, que ce soit virtuel, ça donne aussi un certain avantage parce que ça réduit les déplacements, ça réduit les dépenses et on peut aussi toucher des personnes qu'on n'aurait pas pu peut-être déplacer de façon tout à fait facile avec, voilà, si c'était en présentiel. D'ici l'année prochaine, si tu devais rajouter un nouvel élément par rapport au programme de cette année, ce serait quoi? Ben, en fait, ça dépendra de comment ça va se dérouler parce qu'en fait, on est beaucoup à l'écoute, hein, de nos abonnés, de nos participants. D'ailleurs, quasiment toutes les personnes que nous avons invitées, ce sont ceux qui nous suivent, en fait, nos abonnés, nos membres, des gens qui nous suivent partout dans le monde, qui nous disent qu'il faut inviter un tel, qu'il faut inviter un tel. Notre parrain, Dimon Baribok, ben, ce sont des gens qui nous ont recommandé Dimon Baribok. C'est Dimon Baribok qui nous a recommandé, donc évidemment avec Desmarie Fall aussi, parce que c'est sa nièce, la marraine, Madame Fatou Kiné Camara, docteur Fatou Kiné Camara. Je les remercie tous les deux, tous les trois, de faire partie effectivement de cette belle dynamique. Et nous suivons beaucoup et nous sommes très attentifs à ce que les gens nous suggèrent. En termes de critique constructive aussi, nous sommes à l'écoute de cela. Et c'est à la fin du mois en fait, de février, que nous saurons déjà où nous rendre pour la prochaine édition, parce que c'est avec chacun que nous construisons ce mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas. Nous sommes très à l'écoute et notre but c'est de mettre en avant et de galvaniser aussi le travail que font toutes ces personnes depuis bien longtemps avant nous, avec respect, leur dire et leur rappeler toujours que nous ne faisons que suivre, nous ne faisons que marcher dans leurs pas, quoi, finalement. On n'a pas la prétention d'inventer quoi que ce soit, on donne simplement une touche nouvelle à ce qui pour nous nous parle. Et on les remercie du travail énorme qu'ils font depuis des décennies pour que ça devienne une réalité, la reconnexion entre Africains, Afro-descendants, Afro-caribéens, Afro-européens, enfin bref, Afro-américains, que cette reconnexion soit possible, qu'elle soit durable et qu'on dépasse ce simple aspect effectivement de reconnexion pour concrètement agir sur le continent africain de façon économique, enfin à tout point de vue. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on est arrivé à 17 heures à la fin, donc on est, on est bon. Donc, je rappelle que le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas se déroulera essentiellement en ligne, donc sur www.africamondo.com/MHAD. Ce sera du 1er au 28 février. Vous pouvez déjà consulter le site internet que je viens juste de dire. Vous allez voir tout le programme, un programme qui est extrêmement riche. Nous, de notre côté Perspective Afrique, nous allons partager régulièrement tout ce qui va se passer durant ce mois-ci. Voilà, et puis merci beaucoup à Louisiane, Cherlo et à Mélina. Merci beaucoup, merci Louisiane, merci Cherlo, merci beaucoup Mohamed. Et on aura le plaisir aussi dans la 3e semaine de participer aussi à votre conférence pour parler de votre ouvrage avec Madame la députée Mauritanie. Merci beaucoup pour le travail que tu fais aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.